And I now give the floor to the distinguished permanent representative of Algeria. So you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas bouder mon plaisir, ma chère sœur Mathieu. Vous voir aujourd'hui présider à nos travaux avec autant de talent, d'autorité et d'efficacité me procure bien sûr une grande satisfaction. Mais à titre personnel, cela réveille en moi des souvenirs émouvants. Il y a un peu plus de 30 ans, j'étais tout jeune diplomate et je me trouvais déjà ici, dans cet hémicycle, devant la 4e commission. J'étais fier de proclamer le soutien indéfectible de l'Algérie aux militants de l'African National Congress, qui luttaient courageusement contre l'apartheid et pour l'émancipation en Afrique du Sud. Et quand Nelson Mandela, cet immense héros, nous a rendu visite ici au siège des Nations Unies, au lendemain de sa libération, nous lui avons fait solennellement, oui, solennellement, le serment que nous allions poursuivre notre combat jusqu'à l'éradication totale de l'oppression et du colonialisme dans le monde. Et pourtant, 3 décennies plus tard, dans notre continent, persiste encore cette blessure béante et purulente. C'est le Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique. C'est le Sahara occidental dont le territoire et la population ont été cyniquement dépecés et partagés en 1976 par 2 pays voisins, le Royaume du Maroc et la Mauritanie. Et après le retrait volontaire de la Mauritanie, 3 ans plus tard, le Maroc a occupé la quasi-totalité du territoire, sans autre forme de procès, comme un fait accompli, car l'histoire récente du Sahara occidental, c'est une succession de faits accomplis, d'engagements marocains formels, suivis de reniements à répétition de la parole donnée. Un pas en avant, 2 pas en arrière. En effet, le Maroc s'est engagé à plusieurs reprises et au plus haut niveau à permettre la consultation du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'un référendum d'autodétermination. Des exemples, il y en a à profusion, mais j'en citerai 3. À Nairobi, en 1981, le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, a formellement et publiquement accepté la tenue d'un référendum sur le territoire. Cet engagement, il l'a réitéré avec force en septembre 1983, ici à New York, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Je le cite. « Le Maroc veut vous dire qu'il veut le référendum. Le Maroc veut vous dire qu'il est prêt pour le référendum. Le Maroc est disposé à accorder toutes les facilités à tous les observateurs. Enfin, le Maroc s'engage solennellement à se considérer lié par les résultats de ce référendum. » Et encore, en 1989, le Maroc, toujours au plus haut niveau, s'est déclaré en faveur d'une solution juste et définitive du conflit du Sahara occidental, à travers un référendum d'autodétermination régulier et libre se déroulant dans la sincérité la plus totale et sans aucune contrainte. Et la communauté internationale dans tout ça, reconnaissant qu'elle a œuvré, peut-être naïvement, mais sincèrement, à travers l'OUA et l'ONU, à l'aménagement d'un cessez-le-feu et à l'adoption d'un plan de règlement formellement accepté par les 2 parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Ce plan de règlement, adopté par le Conseil de sécurité, prévoyait la mise en place sur le territoire d'une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, en abrégé MINURSO. Face à ces promesses, sans équivoque, l'on a malheureusement enregistré de multiples reniements, de multiples remises en cause. D'abord au niveau de la MINURSO, qui avait pratiquement achevé l'identification des électeurs. Des entraves ont commencé à voir le jour, délibérément mises en place par la puissance occupante, et qui ont entraîné sa paralysie jusqu'à ce jour. Ou encore, ce reniement à la parole donnée par 2 ministres de Sa Majesté, à Houston,
devant M. James Baker, ce grand homme d'État, qui a été tellement dégoûté par tant de mauvaise foi qu'il a préféré démissionner de son poste d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Ou encore, tout récemment, par l'ancien président allemand Horst Kohler, qui a préféré jeter l'éponge devant la multiplication des blocages marocains. Et depuis, Madame la Présidente, par touches successives, la partie marocaine s'est enfermée dans le déni de tout l'historique de la question du Sahara occidental. Elle ne veut plus entendre parler, ni entendre prononcer le mot autodétermination, ni référendum, ni consultation démocratique, ni observation onusienne des droits de l'homme. Et pour donner le change, la puissance occupante propose magnanimement l'octroi d'une autonomie limitée sous souveraineté marocaine. Personne n'y croit, et surtout pas le peuple sahraoui. Pourquoi donc le Maroc refuse-t-il la consultation libre et sans contrainte du peuple du Sahara occidental sur son avenir? Il apparaît très clair pour tout un chacun que malgré un demi-siècle d'occupation, le Maroc n'a pas été en mesure de gagner le cœur des Sahraouis, qui restent attachés à leur droit imprescriptible à l'émancipation. Et vous allez entendre dans quelques minutes même le nom de Sahara occidental, pourtant inscrit en gras dans l'agenda de notre commission, est devenu comme par magie Sahara marocain. Et ce, dans tout le narratif de la diplomatie marocaine. Même l'évocation de la 4e commission, réputée comme étant celle de la décolonisation, est devenue un blasphème. Et la communauté internationale, les nations libres de ce monde, et notamment celles qui ont souffert de l'oppression et du colonialisme, ne laisseront pas faire. Elles s'appuieront tout d'abord sur le tout dernier rapport de notre secrétaire général, qui affirme sans embâche: le Conseil de sécurité examine le Sahara occidental comme une question de paix et de sécurité, appelant à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. La 4e commission de l'Assemblée générale et le C24 l'abordent comme une question de décolonisation. Elle s'appuiera ensuite sur l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice, qui déjà, en 1975, n'a pas trouvé de lien juridique de nature à affecter l'application de la résolution 1514 sur la décolonisation du Sahara occidental, et en particulier du principe d'autodétermination par l'expression libre et authentique de la volonté du peuple du territoire. Et ne m'obligez pas à en citer d'autres, comme ces arrêts de la Cour européenne de justice, qui a considéré comme nuls et non avenus les accords entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, parce que intégrant le territoire du Sahara occidental. Des accords qui participaient à l'exploitation illégale des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental. Ou encore cet arrêt tout récent de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a jugé en septembre 2022 que l'occupation marocaine du Sahara occidental est contraire au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et pour conclure, Madame la Présidente, ma délégation appelle notre commission à demeurer vigilante face à ces manœuvres. Tout au long de cette session, faisant en sorte que soit rendue le plus rapidement possible justice au peuple du Sahara occidental, qui n'a que trop souffert de l'oppression coloniale, du déni de son identité et du refus de son aspiration à la liberté et à la démocratie. C'est, à notre sens, exactement la mission de l'envoyé personnel de M. Guterres, secrétaire général des Nations Unies, M. Staffan de Mistura. Elle est ardue, elle est difficile. Ne lui comptons pas notre soutien. Je vous remercie. I thank the distinguished permanent representative of Algeria for his statement.